ouvre la première partie de ce 21-23, je vous le disais, consacrée à ces négociations en Iran, principalement sur l'Iran et qui se passe à Oman, principalement sur le nucléaire, négociations entre les Iraniens et les Américains qui s'ouvrent demain. On va vous décortiquer tout cela. On ira également voir notre envoyée spéciale Stéphanie Pérez à la frontière iranienne. On va en parler avec vous, Lova Rinel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse spécialiste en dissuasion nucléaire. Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine, auteure de L'art de Trumper ou Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde aux éditions du Rocher. On aura aussi bien besoin de vos lumières sur ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, même si ce n'est pas évident. Adel Bakawan, bonsoir, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous êtes l'auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire, aux éditions Talendier. Alors, Anne, quand je disais que ce n'était pas évident de suivre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, on va tout de suite ouvrir cette page par l'une des dernières déclarations de Donald Trump. C'était hier à nos confrères de NBC News. Écoutez ce que Donald Trump, qui pour l'instant, a stoppé son intervention militaire, en tout cas sur l'Iran. Écoutez ce qu'il dit. Voilà le message qu'il adresse au guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. I would say he should be very worried, yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. Il devrait se faire beaucoup de soucis. Anne, encore une fois, on a toujours du mal à... Donald Trump souffle souvent le chaud et le froid. On sait qu'il y a eu toute une armada qui a été envoyée, qui est au large des côtes iraniennes, avec notamment le porte-avions Abraham Lincoln. On avait l'impression que Donald Trump avait mis tout cela en pause. Là, il remenace à nouveau le guide suprême. Comment décortiquez-vous cela? Comment l'analysez-vous? Mais il y a toujours une logique chez Donald Trump, simplement, il faut la voir. Alors, il a dit quelque chose de très drôle, c'est de toute façon, il faut que les bateaux flottent, alors ils flottent aussi bien en Iran. Mais c'est un peu logique, hein, il ne va pas dévoiler son plan de guerre, il est entre on fait ou on ne fait pas. Donc, ça fait d'ailleurs, il l'a dit, je ne vais pas... Donc, Donald Trump, en fait, il fait semblant de se contredire, il ouvre toutes les hypothèses et puis ça lui laisse la liberté de choix. Alors, un choix qui n'est pas facile, là, parce que ou bien il ne fait pas, et là c'est la fameuse ligne rouge d'Obama qui n'a pas été franchie, ou alors il fait, mais il faut que ce soit une opération bien calibrée, parce que sinon, là, c'est le spectre de Jimmy Carter qui arrive avec l'opération ratée de la libération des otages. Les fameuses lignes rouges d'Obama, pour nos téléspectateurs, vous faites référence à la Syrie. Hein, la Syrie, où il avait dit, si on franchit cette ligne, il y a des armes chimiques. Là, c'est un peu la même chose. Hein. Il est pratiquement vis-à-vis de l'opinion américaine, qui est quand même très remontée contre l'Iran, et Dieu sait qu'il y a de quoi, parce qu'il y a toujours la mémoire des prises d'otages, d'être le grand Satan, d'être constamment menacé. Il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump a été menacé de mort par l'Iran, qu'il y avait un contrat sur sa tête. Cela dit, généralement, si on devait prendre une des deux hypothèses, généralement, quand il dit qu'il va frapper, il frappe. Il l'a déjà fait en Iran, en juin dernier, et puis demander aux Houthis, demander au Venezuela, demander à Boko Haram. Enfin, la liste est longue. Hein, donc, ce n'est pas exactement des menaces à la Obama. On va détailler tout cela, mais juste, Lova, et puis après, Adèle, des négociations donc s'ouvrent demain à Oman, entre des négociateurs iraniens et des négociateurs américains. Est-ce qu'on peut en attendre grand-chose, puisqu'on sait que l'Iran a un programme nucléaire civil, suspecté d'avoir un programme nucléaire militaire? Est-ce que l'Iran peut réellement avoir envie de négocier sur ce qui est peut-être sa seule carte maîtresse? Écoutez, c'est tout le sujet. Après, c'est l'objectif avec l'Iran sur la question, en tout cas nucléaire. C'est un peu les sujets sur lesquels je travaille. On sait que l'accord de Vienne, donc l'Iran's Deal, JCPOA, auquel d'ailleurs Donald Trump mandat 1. Ça, c'était l'accord précédent. C'est ça. C'était retiré. Il a mis à peu près plus de 10 ans pour se mettre en place. Donc, je me dis qu'on a mis 10 ans pour se mettre en place. Et les attaques, effectivement, comme vous avez dit, l'offensive israélo-américaine en juin dernier, qui nous dit qu'il n'y avait plus de menaces nucléaires. Là, on voit qu'il faut venir à un deal. Il y a un contexte aussi du régime qui, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas favorable. Mais je ne sais pas, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend un accord. Le JCPOA n'était pas parfait, mais il avait le mérite d'exister. Là, on part de rien. Et puis, il faut rappeler que ce qui est mis sur la table, c'est pas que du nucléaire. C'est une capacité globale qui mêle le conventionnel. Donc, c'est une autre question plus politique de la
force finalement militaire iranienne. Il faut rappeler, c'est pas non plus l'armée de la paix. Enfin, c'est d'ailleurs aujourd'hui, au moment où on en parle, on a un regard sur le nucléaire, mais il y a des populations civiles en Iran qui sont persécutées. On n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais c'est ça qu'il faut s'interroger. Quel est l'objectif finalement politique et géostratégique de Donald Trump? Elle dépasse la question du nucléaire. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et à mon avis, les Iraniens l'ont bien compris. Par contre, ce qui est certain, c'est que je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand Donald Trump dit « je vais frapper », il dit ce qu'il fait, et puis il le fait rapidement. C'est l'état de sidération. Alors que les Iraniens, ce régime-là, existe. Leur principe de survie, c'est quelque chose qu'ils connaissent aussi. Donc je pense qu'on est face à deux forces qui ont l'habitude de négocier. Là, c'est très dur et moi, franchement, je ne sais pas ce qu'on peut attendre, mais je serais assez étonnée qu'on ait un deal quand même. Adèle, on va évidemment parler des populations civiles que vous mentionniez, Lova. Est-ce que l'Iran a une carte à jouer demain ou est-ce que c'est un régime complètement aux abois? Oui, l'Iran a une grande carte à jouer, mais je suis tout à fait d'accord. Le contexte n'est pas uniquement atomique, mais aussi politique et global. Parce que depuis 47 ans, on attend ce moment historique. Même si, bien évidemment, les ayatollahs, depuis 47 ans, ils nous parlaient de la bataille finale contre le grand Satan et les petits Satans. Et qu'au moment où la bataille finale arrivera, la force du bien vaincra la force du mal. Aujourd'hui, demain, vers midi, on aura une autre version complètement différente de cette mythologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la première fois. Et ça, il faut le mentionner. Pour la première fois, les Iraniens acceptent de négocier avec les Américains face to face, sans intermédiaire. Autrement dit, l'année dernière, lorsqu'on négociait à Mascate, les Américains, ils étaient dans une pièce, les Iraniens dans une autre pièce, les Omanais dans une pièce entre les deux. C'est comme ça que ça se passait. Exactement. Ils ne se parlent pas directement. Et ils se parlaient pas. Mais là, pour la première fois depuis 47 ans, ils sont tellement fragiles, tellement faibles. Et je reviens à votre question. Ils acceptent de négocier directement avec les Américains. Donc ça, c'est très important. Jusqu'à cette heure-là, moi, j'ai énormément parlé avec les diplomates aujourd'hui. À cette heure-là, l'ordre du jour n'est pas finalisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'ordre du jour. Pour les Iraniens, il n'y a que le programme atomique sur l'ordre du jour, sur la table de négociation. Or, les Américains, notamment Donald Trump lui-même et Steve Witkoff, ils veulent absolument inscrire les 3 programmes balistiques, atomiques, miliciens au Moyen-Orient. Les milices d'Iran au Moyen-Orient sur le... Alors, Steve Witkoff, on le redit pour nos téléspectateurs. C'est l'envoyé spécial, c'est l'homme de toute mission. On en parlait hier, qui est un promoteur, ami de Donald Trump, mais qui est devenu vraiment son homme de confiance qu'il envoie dans les missions les plus difficiles. Exactement. Vous parliez des milices, c'est quoi? C'est tout ce qui est... le Hezbollah, les milices irakiennes, Hamas, le djihad, les Houthis, etc. L'ensemble, ce que j'appelle l'ordre milicien au Moyen-Orient, qui était vraiment une grande arme avant le 7 octobre aux mains de la République islamique d'Iran pour terroriser. Demain, les Américains veulent parler les 3 programmes plus larges. Et juste une dernière phrase et je m'arrête, c'est qu'on parle de Donald Trump qui menace l'Iran. Donald Trump dit, il faut lire dans les lignes, même clairement, il dit « je frappe si ». Et ceci, c'est très, très important. Donald Trump, si j'ai bien compris, si on a bien compris, il n'est pas pour la révolution, il n'est pas pour le changement du régime, il est plutôt pour l'évolution de l'intérieur du régime. Il est pour la transformation, c'est ce qu'il a fait au Venezuela. Il n'est pas pour une guerre indéterminée comme la guerre d'Irak, l'occupation d'Irak par les Américains, ou envoyer des troupes au sol. Donc, je frappe si. C'est quoi ceci? Si les Iraniens n'acceptent pas de négocier. Là, les Iraniens, ils ont parfaitement saisi le contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne négocie pas, l'homme est très très sérieux. Il va frapper. Et quand il frappe lourdement. Vous savez, cette présence militaire, cette nouvelle présence militaire américaine au Moyen-Orient, ça coûte combien? Ça coûte des centaines de millions d'euros par jour. Et on va voir en image. Et je suis très sceptique si Donald Trump fait les mains vides. Juste une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais sur ces négociations directes, qui serait une nouveauté jusqu'à présent, puisque les Américains et Iraniens ne se parlaient pas directement. J.D. Vance, le vice-président américain, disait on parle directement au téléphone entre chefs d'État avec des régimes hostiles pour nous, Américains, comme la Russie, la Corée du Nord, la Chine, sauf avec l'Iran. L'ayatollah Khamenei ne veut pas prendre Donald Trump au téléphone.
Ça, c'est une marque du régime iranien. Oui, Ali Khamenei ne parle pas directement, mais Abbas Araghchi et Steve Witkoff, ils se parlent régulièrement sur Abbas WhatsApp. Araghchi, qui est... C'est le ministre des Affaires étrangères iranien. Et c'est lui qui est mandaté pour négocier directement avec les Américains. Donc, lorsque Donald Trump il dit « on se parle », on parle avec les Iraniens, il a raison. Ils parlent tous les jours ensemble. Et ensemble, ils sont en train de finaliser l'ordre du jour. Mais oui, Ayatollah Khamenei, c'est pas dans son ADN parler avec Donald Trump. Et il parlera pas. Si jamais l'Iran doit parler avec Donald Trump, c'est la République, c'est le président de la République qui parle. C'est-à-dire Massoud Pezeshkian et non pas le guide suprême. Alors, on va juste faire un détour, un éclairage, parce qu'il est fondamental auprès, vous en avez tous les trois parlé, des populations civiles iraniennes, et puis on reviendra aussi sur le détail de ces négociations nucléaires et sur le programme nucléaire iranien. On va tout de suite retrouver, je vous le disais, à la frontière iranienne, donc à Erbil, en Irak, mais qui est à la frontière avec l'Iran, Stéphanie Pérez. Bonsoir Stéphanie, on a vu votre reportage tout à l'heure dans le journal de Cécile sur ces Iraniens désabusés qui se sentent trahis alors qu'ils avaient espéré l'aide américaine. Racontez-nous ce qu'ils vous ont dit, vous qui êtes à la frontière iranienne et qui avez rencontré des réfugiés. Ce qui nous a frappé chez ces Iraniens avec qui on a pu s'entretenir, c'est ce très fort sentiment de trahison de la part des Américains. On nous dit, vous vous rendez compte, Donald Trump nous a poussés à sortir, poussés à manifester. Il y a eu des milliers de morts et aujourd'hui, eh bien, il nous tourne le dos. Sentiment d'être sacrifié sur l'autel de cet accord sur le nucléaire, qui est un serpent de mer, il faut le rappeler, entre les États-Unis et l'Iran. Sentiment d'être abandonné, alors que ceux qui sont sortis dans les rues du pays n'ont jamais manifesté pour l'accord sur le nucléaire iranien, mais pour plus de liberté et de démocratie. Autre très fort sentiment, celui de la prudence. On nous dit, attention, le régime cherche à jouer la montre, cherche à gagner du temps parce qu'il est en difficulté et parce qu'il veut empêcher toute intervention américaine. Mais la République islamique est-elle vraiment prête à des concessions sur le nucléaire, sur sa défense? Rien n'est moins sûr. Une chose est certaine, en revanche, eh bien, chez tous ceux avec qui on a pu s'entretenir, un sentiment que cet accord, quel qu'en soit le résultat, ne changera rien à leur situation. Comment, alors je sais que parmi vous, vous êtes aussi spécialiste du nucléaire, pas forcément de l'Iran, mais les deux, évidemment, se rejoignent sur cette thématique. Comment comprendre ces Iraniens? On se rappelle le message de Donald Trump au pire moment, au début janvier, de la répression par le régime des mollahs en Iran. Donald Trump avait posté sur son réseau social Truth, « Help is on its way ». L'aide arrive. Elle n'est pas arrivée. Pourquoi Donald Trump a reculé alors que lui, qui est toujours en quête de gloire, prix Nobel de la paix, etc., aurait pu là se dire qu'il allait réellement libérer d'un certain nombre d'horreurs une population civile. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait faire? Je veux dire, déjà, il faut dire que quand il a dit « continue à manifester », ce qui effectivement était une déclaration imprudente, les gens étaient déjà dans la rue. Ce n'est pas lui qui les a fait sortir, c'est au milieu des manifestations. Et là, il s'est mis effectivement une obligation de résultat, qu'il doit peut-être regretter aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que les gens... Tout le monde est plein de compassion pour tous ces dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées non pas par les États-Unis, mais tout de même par le régime iranien. Mais en même temps, on ne pouvait pas imaginer une opération terrestre, on ne pouvait pas imaginer une intervention directe des États-Unis. Donc c'est là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est, comment on dit, damn if you do, down if you don't. C'est quoi que vous fassiez, de toute façon, la solution n'est pas bonne. Et quand on parle du coût de la démonstration militaire, de toute façon, c'est vrai que ça coûte très cher, mais en même temps, la flotte américaine, elle coûte cher. Comme il le disait, qu'elle soit en Iran ou ailleurs, elle coûte cher. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il est là dans une voie assez étroite parce que autant l'opinion américaine a de la sympathie pour le peuple iranien, autant toutes les interventions au sol, ça, c'est complètement exclu. On a déjà largement donné, on n'en veut plus. Est-ce que c'est compliqué? On va parler évidemment des installations nucléaires iraniennes, mais est-ce que c'est compliqué pour l'armée américaine, qui a des renseignements partout, qui a déjà tout cartographié, satellisé, etc., d'aller frapper. Alors, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, j'imagine qu'il doit être bien protégé. Enfin bon, on a vu ce que les États-Unis peuvent faire avec Nicolas Maduro. Vous me direz, c'est peut-être pas la même chose avec l'Iran. Mais tout simplement d'aller frapper le squelette
le bras armé du régime que sont ces fameux gardiens de la révolution. J'imagine qu'on sait où sont leurs casernes. Et comme ça, j'allais dire, on débarrasse la population des éléments les plus dangereux. L'Iran, avant le 7 octobre, il avait une force extraordinaire au Moyen-Orient. L'Iran déterminait les orientations stratégiques du Moyen-Orient avant le 7 octobre. Mais depuis le 7 octobre, l'Iran n'a plus de secret ni pour Israël, ni pour les États-Unis d'Amérique. Regardez, l'invité, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, il était dans la résidence la plus surveillée, la plus protégée en Iran. Au cœur de la République islamique d'Iran. Le jour de l'investiture du président de la République, il a été assassiné dans sa chambre. Pendant la guerre des 12 jours, qui a été assassiné? Le chef des gardiens. La guerre des 12 jours, donc l'an dernier, au mois de juin. quand il y a eu cette opération de 12 jours américano-israélienne. Le chef des gardiens. 33 scientifiques qui travaillaient dans l'auto. Le commandant en chef de l'armée iranienne. Tout le monde, les cadres dirigeants, et même Ayatollah Khamenei, les Israéliens avaient les informations nécessaires pour l'assassiner. C'est Donald Trump qui a empêché son assassinat. Autrement dit... Donald Trump a quoi? Demandé aux Israéliens de ne pas appuyer sur le bouton. Exactement. Sinon, il avait... Et donc, oui, maintenant, la question est logiquement et raisonnablement posée. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire? Frapper l'Iran, pourquoi? Attaquer l'Iran, pourquoi? Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est demander au peuple de descendre dans la rue? Je vous promets en ce moment, depuis cette phrase que vous avez prononcée, restez dans la rue, prenez le contrôle des institutions. On arrive, l'aide arrive. Et là, les Iraniens, au bout de 48 heures, mon Dieu, 48 heures, 30 000 personnes assassinées. C'est-à-dire quoi, 30 000? On sait que le bilan est très très compliqué à établir, mais quoi qu'il y ait, le régime iranien a reconnu 3 000 morts officiels. Oui, mais vous savez ce que c'est 30 000? Si on n'a pas les chiffres exacts, on n'aura jamais les chiffres exacts parce qu'on est dans le contexte d'un régime autoritaire. Mais vous savez ce que c'est 30 000? C'est la moitié des personnes assassinées à Gaza en 12 ans par Israël, n'est-ce pas? 60 000. Donc c'est très... Il aura été en quelques jours. Voilà. On voit l'ampleur du bain de sang. 48 ans. Et donc cette méfiance structurelle entre la population iranienne, le mouvement de contestation et les Américains, c'est vraiment quelque chose, un élément à prendre en compte. Et ça rappelle à toutes les populations au Moyen-Orient. Vous vous souvenez, 91, lorsque George Bush, il a libéré le Koweït de l'occupation irakienne, il a demandé au peuple irakien de descendre dans la rue pour renverser le régime de Saddam Hussein. 24 heures plus tard, il a signé un accord avec Saddam Hussein en abandonnant ce peuple qui a été massacré par la garde républicaine de Saddam Hussein. Et donc là, oui, il y a cette méfiance de la part de la population. On va la réécouter, cette méfiance de la part de cette population, justement en revoyant le sujet de Stéphanie Pérez, qu'elle a pu réaliser, elle est à la frontière iranienne, mais elle a pu, grâce à nos équipes à l'intérieur en Iran, qui ont pu faire sortir quelques images. Écoutez ce que disent vraiment les Iraniens en Iran et on continue le débat juste après. Sur la grande place de Téhéran, cette affiche de propagande contre les États-Unis. On y voit l'armada de Donald Trump sous le feu iranien, avec cette légende « Qui sème le vent récolte la tempête ». Voici l'état d'esprit des autorités iraniennes à la veille de ces nouvelles négociations sur le nucléaire. Ces négociations, elles seront suivies avec attention ici, au bazar de la capitale, là d'où sont parties les manifestations fin décembre. Pour cette commerçante qui veut garder l'anonymat, ces pourparlers sont une trahison de la part du président américain. On a eu de l'espoir quand Trump a dit qu'il allait nous libérer du régime. Et maintenant, il va à la table des négociations pour parler du nucléaire. J'espère que ça va être annulé et qu'il va revenir à sa promesse. Des témoignages toujours très difficiles à obtenir dans un Iran tétanisé par les milliers de morts de la répression. Ce musicien qui a soutenu le mouvement aurait préféré lui aussi une intervention américaine, malgré les incertitudes. Si le régime négocie, c'est pour gagner du temps, c'est pour ses intérêts. Les Américains, en discutant avec eux, ils nous tournent le dos. Ces derniers jours, cette dermatologue se fait très discrète. Elle a soigné des blessés pendant la répression. Elle sait qu'elle peut être arrêtée comme certains de ses confrères. Cette femme, épuisée, préfère accepter l'idée de négociation.
Je ne veux pas d'une nouvelle guerre. On va encore perdre des gens. Notre société n'a pas besoin de ça. On le voit bien, donc des Iraniens désabusés. Encore une fois, Anne, Donald Trump, il a un plan qui est précis. On le dit tout le temps sur ce plateau, c'est pas que chaotique. Il y a un plan qui est précis, mais encore une fois, on voit bien que ce plan, c'est peut-être de ramener des pays dans un giron de négociations commerciales, de négociations sur le nucléaire, mais c'est pas de changer des régimes. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Nicolas Maduro et son épouse ont été enlevés, mais le reste de l'appareil du régime vénézuélien est là. Est-ce que c'est ce que se dit Donald Trump sur l'Iran ? Je pense que Donald Trump ne veut pas bouleverser toutes les données dans la région et que les voisins, d'ailleurs, l'en dissuadent. Et puis, vous voyez quand même le curieux, moi, ce qui me frappe, c'est ce curieux attelage de négociation. Parce que là, toujours Witkoff, qui est un très, très bon négociateur, hein, c'est un promoteur immobilier comme Donald Trump, c'est l'art du deal. Et il négocie, on vous donne ça, on vous donne ça. Et vous voyez, en face, les Iraniens, c'est pas du tout... Même s'ils ne veulent pas négocier sur les mêmes choses, le style de négociation, déjà, je vois pas trop comment ça pourrait marcher. Mais c'est simplement une impression. Lova. Oui, peut-être un point, plus de posture. Il y a Donald Trump. Rentrer dans sa tête, c'est pas ma spécialité, mais derrière les États-Unis, il y a des réflexions. Alors, il y a la question du nucléaire, la position internationale qui fait qu'effectivement, on ne doit pas proliférer. Et donc, l'arme iranienne, c'est un no-go. Et ça, tout le monde est d'accord. Et puis, il y a l'évolution du rapport de force. Et c'est ce que j'étudie au-delà du nucléaire. C'est qu'est-ce que propose le président Donald Trump sous cette nouvelle administration. Il parle dans ce qu'on appelle l'équivalent du livre blanc de la défense américaine de soumission stratégique. La question, ce n'est pas de négocier. C'est de marquer 2 points. C'est la vision américaine sur les questions stratégiques qui doit dominer. Et donc, ça veut dire que tout le rapport de force, tous les aménagements, et c'est le sujet. Quand de l'autre côté, on a des Iraniens et c'est marrant parce que finalement, l'Iran a une position idéologique particulière vis-à-vis des États-Unis. Et ça veut dire que là, on est face à... je ne vais pas dire de géants, mais en tout cas, sur des réflexions purement, je parle de doctrine, parce que je ne parle pas de capacité militaire, il faut le rappeler, l'Iran face à l'armée américaine, ce n'est pas un sujet. Et c'est aussi la posture et même de communication de Donald Trump depuis le début de l'offensive. On le voit, il prend la parole, il est entre 2 cocktails, il va je veux dire, il est complètement détendu. Ils ont qu'à sortir leur drone, mais enfin, voyons, par rapport à moi. Voilà. Et c'est vrai que ce déséquilibre-là répond à une forme de superpuissance qui est réelle. De l'autre côté, les Iraniens, on voit les photos, je ne sais pas si on se souvient, mais des photos prises dans les galeries de drones prêts à partir. C'est pour dire qu'eux aussi sont prêts à aller jusqu'au bout. Et moi, on parlait effectivement de avec qui, comment, mais c'est jusqu'où ? Qui ira jusqu'où ? Est-ce qu'effectivement Donald Trump, parce que frapper, mais il a déjà frappé en juin dernier. La prochaine étape, c'est frapper quoi ? Il ciblait en fait des installations nucléaires. Ça, on pouvait le comprendre dans le cadre d'une non-prolifération. Mais là, on parle quoi ? On parle de populations civiles. Elles sont déjà martyrisées par le régime. Il ne va pas aller taper dans des endroits civils pour aller, tuer les responsables politiques. Parce que c'est le danger, parce que j'imagine les gardiens de la Révolution, les casernes de gardiens de la Révolution, ils ne vont pas se réunir dans un endroit... de la population civile. Donc ça ferait aussi... Et il y a eu des victimes civiles l'an dernier, après les frappes israélo-américaines. Ils sont parmi la population civile, dans la société civile, mais il faut dire aussi, ils ont, dans le pire des cas, ils ont une base sociale estimée entre 15 et 25% de la population iranienne. Et ensuite, quelques notes. Les Américains ont accepté de transférer le lieu de négociation d'Istanbul à Mascate. Les Américains voulaient à Mascate, c'est la capitale d'Oman. Les Américains, ils voulaient absolument à Istanbul pour leurs propres raisons, mais ils ont cédé, ils ont accepté. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai comme information, c'est que les Iraniens aussi, petit à petit, bougent sur leur positionnement. Autrement dit, nous ne sommes pas face à Daesh. Nous ne sommes pas face à Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Certes, ils sont des ayatollahs, mais ils ne sont pas des acteurs dogmatiques renfermés dans une idéologie suicidaire. Non, ils sont des hommes d'État, 47 ans à la tête de ce régime-là, certes, ultra répressif, ultra autoritaire. Mais ces hommes d'État
Ils sont à la fois pragmatiques et idéologiques. Là, ils ont saisi que le contexte n'est absolument pas en leur faveur. C'est pourquoi ils ont mobilisé les Turcs, les Saoudiens, les Émirats, les Qataris, les Égyptiens. Et ces partenaires, ce sont des partenaires stratégiques des États-Unis d'Amérique dans la région. Ils ont dit aux Américains, OK, d'accord, les Iraniens, ils font un geste, ils font des gestes. Ils ont saisi qu'ils sont dans les rapports de force, ils sont très, très, très affaiblis, hein, très affaiblis. Et ils sont là pour saisir, pardonnez-moi, pour saisir cette fragilité et négocier avec vous. Mais par contre, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Et il faut absolument proposer, vous, les Américains. C'est pourquoi Donald Trump, il s'interroge sur trois éléments, 3 propositions. La première, la levée des sanctions. Hein, depuis à peu près 47 ans, il y a ces sanctions qui étranglent la société iranienne. Ça explique aussi les souffrances de la population iranienne, sans du tout minimiser les exactions du régime des monarques. La deuxième proposition, beaucoup plus intéressante pour le régime, c'est la survie du régime. On donne, comme on a donné la garantie à Kadhafi dans les années 2000, lorsqu'il nous a livré ses armes chimiques, etc. Donc Kadhafi, il serait encore là s'il n'y avait pas le printemps arabe. Et la troisième proposition, la réintégration de la République islamique au sein de la communauté internationale. Et on sait très bien, et je m'arrête là, que Donald Trump, dans son ADN, dans son logiciel, dans ses réflexions, tout ce qui concerne la démocratie, les droits des peuples, etc., il fait l'abstraction. Question, allez-y, Lova. Peut-être pour compléter, j'entends le deal, mais il faut penser à ce que lui aussi impose, parce que, enfin, on dit on propose. Il parle de fin effectivement, de l'armement nucléaire, donc on a bien vu que c'était plus compliqué, qu'il fallait aboutir à un deal, mais il parle aussi de balistique. Absolument. D'armement conventionnel. Exactement. Pour ne plus être une menace, tout à fait, finalement. Et c'est destiné directement à Israël, donc ne plus être une menace. Et puis, il parle d'un autre sujet. Alors, il y a la question terroriste qui est derrière. Puis, un autre sujet, le nucléaire civil. Pareil, plus aucune capacité nucléaire, même civile. Donc, on est en train de dire qu'un État, américain en l'occurrence, dit à un autre pays quelque chose que nous, on n'a pas su faire peut-être dans notre espace multilatéral. Mettre fin au terrorisme, de la capacité terroriste en fait de l'Iran. Et ça c'est vrai, le JCPOA, les accords nucléaires n'avaient pas vocation, il faut le rappeler. Mais ça permettait d'endiguer une forme de possibilité de menace d'un régime terroriste de posséder l'arme nucléaire. C'est le premier point. Néanmoins, le glissement vers le conventionnel interroge vraiment sur la capacité d'un État du plus fort, par la force, de dire souverainement et légitimement, vous n'avez pas le droit de vous doter d'une armée conventionnelle. Et ça pose vraiment des questions, ne serait-ce que pour la sécurité globale de la région, l'équilibre, premièrement, parce que vous retirez l'Iran, qui est quand même une force, qui gagne, cui bono, enfin, à qui profite presque le crime de cela ? C'est Israël directement. Est-ce que les autres partenaires de la région ont envie d'avoir... Ça allait être justement ma question, avant qu'on voit justement le détail des frappes d'il y a un an. Quel est le rôle d'Israël dans tout cela pour, évidemment, ne pas vouloir un Iran nucléaire, on l'imagine bien, mais on a l'impression qu'Israël aussi gère le tempo américain. Oui, on va taper, venez nous aider à taper. Non, ne tapez pas maintenant. Quel est le rôle d'Israël ? Israël, il veut avoir un objectif clair. Transformation du régime, changement de l'intérieur, hein, évolution du régime de l'intérieur, il n'y croit pas. Il pense que la République islamique d'Iran, autant que régime, doit partir. Il pense que si le Hezbollah frappe, si le Hamas a frappé le 7 octobre, si les Houthis bombardent Israël par des missiles balistiques intelligents ou par des drones, si les milices irakiennes attaquent, c'est parce qu'il y a la République islamique d'Iran. Et tant que la République islamique d'Iran n'est pas à terre, n'est pas partie... Seulement, Donald Trump ne partage pas cette grille de lecture. Ce n'est pas son objectif, parce que tout simplement, ça coûte très très cher. 1. 2, pourquoi changer le régime ? L'ensemble, vous avez posé la question sur les Saoudiens, les Turcs, personne, aucun État, auparavant, avant le 7 octobre, tout le monde était pour le changement du régime. Depuis le 7 octobre, non. Ils veulent avoir une république islamique fragile, fragilisée, contrôlable, contrôlée, et non pas, ou bien une grande démocratie iranienne après la République islamique qui menacera ces monarchies du globe, du Moyen-Orient, qui étaient très anti-Iran. Exactement, avant le 7 octobre. Vraiment, l'Iran, c'était le diable. Mais ce sont des monarchies, donc elles ne veulent pas d'un hypothétique
d'une hypothétique démocratie, l'Iran, c'est 90 Ça, c'est le premier millions scénario. d'habitants. Donc Oui. 90 millions d'habitants Et le deuxième, dans une démocratie, ça ne plaît pas aux monarchies du monde. ça menace, c'est une menace existentielle pour le fonctionnement de leur régime. Et si ce n'est pas une démocratie, un chaos généralisé. Vous imaginez l'Iran là où on a au moins 6 composantes, la Perse, les Kurdes, les Arabes, les Balouches, les Azaris, les Turkomans, etc. Et chacun a des territoires. Ce n'est pas des composantes abstraites à citoyens à terrain. Non, les Kurdes ont leur territoire, les Arabes, ils ont leur territoire. Et un chaos généralisé, là aussi, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent, eux, les monarchies? 3 choses. Sécurité, pour imposer la stabilité, pour pouvoir développer, jamais parler de la démocratie. Et bien, dans les 12 scénarios, chaos ou démocratie, ça menace ces régimes. Alors, on va juste revenir sur, vous en avez parlé tous les trois, cette campagne donc, de bombardement israélo-américaine. C'était il y a 1 an à peu près, en juillet dernier, l'attaque des 12 jours, fin juin dernier. Regardez d'abord ce reportage de Maryse Burgot à l'époque. On est quelques jours après les frappes et la question se pose de savoir est-ce que les frappes américaines, israéliennes puis américaines, notamment on s'en rappelle avec ces fameux bombardiers américains, les B-2 qui pouvaient envoyer une bombe, je crois la GBU 57 de mémoire, qui peut pénétrer très profondément dans le sol, aller ouvrir des installations protégées, du béton, et donc aller taper dans ces installations nucléaires iraniennes. Quels ont été les résultats mitigés selon certains services de renseignement américains, mais Donald Trump évidemment n'a pas aimé qu'on dise ça. On regarde et on en parle après. C'est une agence du département américain de la défense qui l'écrit. Les frappes sur l'Iran n'ont retardé que de quelques mois le programme nucléaire de ce pays. Le document est confidentiel, mais cité par 2 grands médias américains, dont CNN, qui ont fait ces titres. Selon ce rapport, les bombes américaines ont explosé avant d'atteindre les bâtiments souterrains et les centrifugeuses. Faux, dit Donald Trump, très mécontent. Il dit en être certain, la perspective d'un programme nucléaire en Iran s'est considérablement éloignée. Je pense que ça leur prendra des décennies. Je pense qu'ils ne recommenceront jamais. Une vision optimiste de l'efficacité des frappes, partagée par Israël et même, étonnamment, par les Iraniens eux-mêmes. Ils disent que leurs installations sont considérablement endommagées. Alors qui dit vrai ? Impossible, selon les experts, d'estimer pour l'instant à quel point le programme a été retardé. Juste, Anne, avant que Lova nous éclaire vraiment sur la partie nucléaire, Anne, on voit que Donald Trump était pas content des évaluations de ses propres services. Tout ça, pourtant, c'est le gouvernement américain, mais Donald Trump, on sait, est souvent à couteau tiré avec sa propre administration. Après 10 ans d'observation de Donald Trump, je m'étonne toujours que l'on s'étonne de ses comportements. C'est toujours comme ça. Il a décidé que c'était une réussite. Il ne va pas dire que ça en est pas une. Et ce n'est pas la première fois qu'il conteste les résultats, ce que disent ses services de renseignement. Je pense que quand même dans l'opinion américaine, ça a eu un impact très favorable. D'abord parce que c'est le genre de choses qu'on aime, hein. On voit, c'est net, et puis on dit ça retarde quelques mois, c'est toujours quelques mois de gagné, parce qu'en fait, les accords sur le nucléaire n'avaient pas donné de si bons résultats que ça. Donc, d'ailleurs, le traité avec l'Iran n'a même pas été ratifié par le Congrès américain. Donc à l'époque, Donald Trump, ça ne lui a pas du tout été reproché par les Américains. Vous savez comment ça se passe. Ceux qui sont contre Donald Trump vont dire mais cette opération, elle est démocrate. Dans un premier temps, on dit non, vous voyez, on est complètement passé à côté de la plaque. Et puis après, ils se rendent compte tout de même que c'est une belle prouesse de l'armée américaine. Donc tout le monde se rallie plus ou moins autour de cette idée. Maintenant, comme le disait votre reportage, on ne sait pas très bien où est la vérité. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins, ça fait du mal à un programme qui était nocif pour les États-Unis et éventuellement pour le reste du monde. Je pense que l'opinion américaine s'en tient là. Alors, Lova, où est la vérité ? Vous ne l'avez peut-être pas complètement, mais vous pouvez plus nous éclairer. Il y a 2 choses, parce que c'était bien de mettre en perspective finalement la réaction aussi iranienne, d'apprécier les dommages. On a l'objectif, donc il faut dissocier finalement quelque part les faits auprès de la population américaine, de l'efficacité de bombarder, puisque les images sont là, ok. Mais en fait, l'objectif, c'était quoi ? C'était d'arrêter le programme. Le programme n'est pas arrêté. Point. Donc, c'est un échec. Point. Sur le plan nucléaire. Pour vous, c'est clair, le programme n'est pas arrêté. Il est retardé. Mais retardé
ce n'est pas arrêté. Ce sont deux mots différents. Qu'ensuite, les Iraniens, effectivement, prennent acte des dommages. Mais il y a deux signaux. C'est-à-dire, OK, on prend acte des dommages, mais l'Iran passe son temps à dire vous stoppez notre programme en disant qu'il est arrêté, mais on passe notre temps à proliférer derrière. Je rappelle que sur les deux sites ciblés, il y a d'autres sites nucléaires dont on ne sait pas. Nous, moi, je sais que dans mes recherches, on parle de 8 autres sites cachés dont on ne sait pas où est-ce qu'ils sont et qui n'ont pas été visés par les... Juste éclairer nos téléspectateurs, on est bien d'accord que... Alors là, on parle de sites d'enrichissement d'uranium. C'est ça. Les Iraniens disent que c'est pour du civil, parce qu'on a besoin d'enrichir l'uranium pour faire des centrales nucléaires, de l'enrichir encore plus, j'ai lu ça, vous m'arrêtez si je me trompe, pour tout ce qui est, par exemple, l'aspect médical. Comme pour nous. Et après, il faut l'enrichir beaucoup, beaucoup plus pour faire des bombes atomiques. Les Iraniens disent officiellement, nous, on enrichit pour... du civil, alors, des centrales où il y a des petites nuances. Ce qui est assez bien, c'est que les choses sont chiffrées. Un enrichissement accepté dans le cadre des différents accords additionnels, donc c'est l'AIOA, c'est 3,67%. L'Iran... C'est-à-dire d'enrichissement en uranium. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça permet effectivement l'utilisation du nucléaire civil, incluant toutes les applications médicales et autres. Donc là, on est dans les clous, et c'était d'ailleurs ce que portait le JCPOA, donc l'accord de Vienne de l'Irans Deal qui s'est arrêté en 2019. Et puis il y a, rappelez-vous, un an avant l'attaque, donc l'offensive israélo-américaine, on parlait de particules. Donc en Iran, on avait des particules, parce qu'il y a des testeurs, des particules, à plus de 60%. Bon, là, on a dépassé de quasiment 57%. Le taux acceptable. Ce que vous nous dites, c'est 60%, c'est pas pour faire du médical, ou pour faire des centrales nucléaires civiles. Moi, je me dis, bon, c'est grave, mais des chercheurs, enfin ceux qui font vraiment de l'enjeu, disent, la partie iranienne dit, non mais attendez, ça c'est 60%, ce sont des particules, donc en fait c'est des résidus suite à un enrichissement, après ça repose, ça redescend, alors ils nous ont raconté plein d'histoires, en l'occurrence, on sait qu'ils ont dépassé largement à minima 20%. Et le chiffre de 20%, pour le coup, a été reconnu par le régime en disant « Oui, mais 20%, on est encore dans le civil, c'est pas vrai. » Mais en fait, pour arriver à 90%, qui est le taux minimum nécessaire, il faut passer pour faire par 20, une bombe atomique, 90%. Et il faut passer par 20, et puis on arrive à 60, mais après, voilà. Et donc, c'est vrai que cette question-là, l'importance des sites, permet d'alimenter ça. Et ce que je dis encore, c'est que quand on a la partie américaine qui dit « nous sommes là pour arrêter le programme », et ce que disent en fait les services de renseignement, ils disent que non, c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi d'autres sites. Il y a aussi la perte des soi-disant, vous savez, 400 kilos. Voilà, alors, donc ce que vous nous dites, c'est que, il y a plusieurs sites, on ne sait pas combien il y a de sites, on ne sait pas jusqu'à combien ils ont enrichi, et il y a, donc j'allais vous poser la question, que c'est fameux, je crois, donc 400 kilos d'uranium ultra enrichi. C'est ça. Qui se balade. Et puis, il faut rappeler que avant... C'est un stock, c'est comme c'est un stock d'uranium. C'est gros, ça même ce chiffre est contesté. Moi, j'en avais beaucoup plus. Mais en fait, peu importe. Ça veut dire que même sur ça, les chiffres sont assez flous. Parce que les Iraniens, il faut rappeler, si on regarde en fait toutes les alertes de l'Iran par rapport à cette offensive, ils savaient que ça allait arriver. Dès décembre de 2024, ils avaient dit attention, les Israéliens, alors ils n'avaient pas parlé des Américains, sont en train d'attaquer et nous menacent. Et bien en fait, ce qu'ils ont fait depuis 6 mois, ils ont caché leur système. Donc l'enjeu, je parle purement nucléaire, je ne parle pas du militaire, parce que si on veut effectivement arrêter le programme, et ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, on ne peut pas croire qu'un pays comme l'Iran, qui a mûri et depuis plus de 40 ans un programme nucléaire, va se contenter, en fait, ça peut s'arrêter sur des bombardements. Donc, on revient sur quel est l'objectif de deal en capacité nucléaire. Parce que des bombardements n'arriveront jamais à atteindre quelque chose d'ultra bien caché au fond d'une montagne. Dernière question, c'est un peu technique, mais franchement, je pense que ça interpelle et ça passionne nos téléspectateurs. Vous parliez de ces 400 kilos qui se baladent. Donc, on a l'impression d'être dans une série... Ils se baladent dans des conditions quand même... justement, de contre-terrorisme ou autre chose. 400 kilos, finalement, c'est pas énorme. C'est quoi? C'est je sais pas, la moitié d'une petite voiture. Est-ce que ces 400 kilos comme ça, c'est comme des lingots d'or et c'est de l'uranium ultra enrichi avec ça, encore une fois, comme dans un film, on peut faire des bombes nucléaires, ou c'est plus compliqué que ça? Mais est-ce que 400 kilos, ça se balade aussi simplement que
à l'arrière d'un camion militaire et qu'on peut aller le cacher comme ça dans des montagnes dans le pays. Non, justement, il y a C'est tout plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce qu'il y a des... Enfin, vous doutez bien que ceux qui manipulent doivent faire dans un cadre de protection pour eux-mêmes. Et en fait, vous baladez pas comme à l'arrière de votre coffre de voiture pour pouvoir les mettre. Pas ça dans un pick-up, quoi. Voilà. Donc, ça veut bien dire que c'est bien gardé. Et moi, franchement, je tiens à préciser, à chaque fois qu'on nous a donné des chiffres médiatiques, 400 kilos, vous êtes sûr qu'il y en a beaucoup plus. Donc, pour moi, les 400 kilos, c'est moins le problème. C'est le sujet que ce soit caché et que ça nécessiterait, ne serait-ce que pour les questions de sécurité, d'être en Iran, d'aller dans des endroits cachés. Et sincèrement, alors, on peut critiquer les inspecteurs de l'AIEA, ils n'ont pas trouvé, mais c'est pareil. Les inspections sont... vous êtes accueillis par le pays, ils vous montrent ce qu'ils veulent bien vous voir, alors vous négociez à chaque fois, et chaque chose qu'on négocie, c'est une réussite. Ils sont, en fait, sur la question nucléaire, il y a une malhonnêteté intellectuelle, effectivement, pour protéger leur secret de fabrication. Néanmoins, pour revenir sur la question du deal, c'est toujours pareil. Il ne sera pas possible, de la part des États-Unis, à la sortie de ce week-end, parce qu'on va laisser ce temps, d'annoncer la fin du programme nucléaire. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Donc ça veut dire que le régime qui aura signé aujourd'hui devrait être là pour signer dans 2 ans, pour revérifier. Et c'est mon inquiétude, c'est que quelque part, les Iraniens, et là je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'ils savent aussi très bien résister. Ils nous ont montré que ils sont plus ça dure en négociation, plus ils restent. Et ce que disait, pour revenir sur la question de la population, ils attendaient, et on le voit, ils attendent finalement une intervention. Et vous voyez bien que là, ils disent, mais en fait, on ne va pas mourir pour la bombe. Alors, qui négocie ? Et c'est difficile parce que vous avez un régime qui considère que cette question nucléaire est souveraine. C'est un acquis politique. Vous avez une population qui est légitimement fatiguée, qui en a marre. Et certainement, il y en a d'autres qui veulent aller jusqu'au bout, attention. Hein. Mais c'est tellement fragmenté que la réalité fait que le rapport de force à ce moment-là, moi, sincèrement, je ne dirais pas que la partie iranienne, au moment des négociations face-to-face, quand on a les États-Unis qui ont envie d'obtenir un deal rapidement, soit forcément tout du côté des Américains. Je crois que là, il y a un 50-50 et tout va jouer sur, finalement, l'opinion de part et d'autre et la capacité d'atterrir à quelque chose de concret. Beaucoup de temps, qu'il y a une partie aussi de théâtre qui va se jouer demain à Oman. Juste dans les minutes qui nous restent, qu'on voit quand même à quel point, et qu'on rappelle à nos téléspectateurs que ça peut toucher toute la région et la France, regardez quand même à quel point les bases françaises, il y a des bases françaises militaires au Moyen-Orient, notamment à Abu Dhabi et aux Émirats Arabes Unis. Regardez ce reportage d'Alexandre Allais et Luc Lacroix pour voir comment la France peut aussi être entraînée quand même à nouveau dans une potentielle nouvelle escalade au Moyen-Orient. On regarde et on en parle après. C'est une photo satellite qui alerte. Publiée par l'agence de presse Fars, très proche du régime iranien. Hier, à 23h. On y voit la base aérienne d'Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis, qui abrite notamment des soldats français. Autour de cette photo, aucune légende, mais elle a fait réagir Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui en Haute-Saône. Nous sommes évidemment très vigilants à cette situation. Nous avons pris toutes les dispositions évidemment pour que nos soldats qui sont là-bas soient déployés dans les conditions optimales de sécurité. Faut-il y voir une menace ou une opération de communication ? Cette photo daterait de 2013. Mais cette base aérienne d'Al Dhafra existe toujours face aux côtes iraniennes. Elle est utilisée principalement par les Américains, mais aussi par les Français. Jusqu'à plusieurs centaines de personnes déployées notamment dans des opérations de lutte contre le terrorisme. En cas d'attaque, des moyens de défense entreraient immédiatement en action. Comme on est en face de l'Iran, on met des systèmes de détection de radar pour détecter toute menace ennemie et des moyens d'interception de la part du sol, c'est ce qu'on appelle des missiles sol-air, qui sont capables d'intercepter quasiment tout type de vecteurs, que ce soit des missiles balistiques ou que ce soit des aéronefs ou des drones. Adèle, ce reportage montre et rappelle à nos téléspectateurs que ça peut concerner la France aussi. Donc ce qui va se jouer demain à Oman dans ces négociations, ça implique beaucoup de monde quand même. Le risque est là, à la fois aux Émirats, mais aussi en Jordanie. En Jordanie aussi, on a une base militaire. Mais
Personnellement, je ne prends pas très au sérieux ce risque. Pourquoi? Parce que ces ayatollahs, comme j'ai dit, ultra pragmatiques, ils veulent neutraliser les États-Unis d'Amérique et ne pas entraîner d'autres alliés si puissants comme la France ou le Royaume-Uni dans cette guerre-là. Le mot de la fin, Anne. Donald Trump avait fait toute sa campagne sur le America First. Je ne déclencherai pas de guerre, plus d'aventurisme. Il faisait évidemment référence notamment à l'Afghanistan, à l'Irak. Et en tout cas, surtout depuis ce second mandat, Donald Trump fait feu de tout bois à l'international. Avec parfois certains succès. On rappelle, le Gaza, voilà, il y a un cessez-le-feu, il est précaire, il est violé régulièrement. Mais il est là. En effet, Donald Trump, il ne faut pas le nier. Oui, c'est peut-être, on a mal compris America First, c'était America First everywhere, c'était partout. C'est un peu ça. Je crois que Donald Trump, c'est son dernier mandat, c'est le moment où il veut entrer dans l'histoire, et il ne va pas entrer dans l'histoire sur le problème de l'inflation américaine ou je sais pas, enfin d'autres problèmes qui nous occupent en ce moment. Les pourboires défiscalisés. Voilà, les pourboires. Tout ce qui fait la une sur le déneigement de Washington, il sait qu'il faut qu'il ait quelque chose à mettre. Alors, sur le prix Nobel, j'en doute un peu parce que je pense qu'il n'a pas caressé les Nobel dans le sens du poil, mais qu'au moins, quand on écrira son histoire, vous savez, c'est ça. Les présidents, à un moment, c'est plus pour l'actualité, c'est pour l'histoire. Donc, c'est ce qui explique ça. Et il n'a pas tellement à se soucier de son opinion publique puisqu'il ne se représente pas. J'en dirais pas autant des parlementaires américains en ce moment. Qui ne sont pas beaucoup consultés sur ces questions-là, ils l'ont fait savoir. Oui, d'ailleurs, ça a été aussi pour lui, sur le plan intérieur, une façon de faire évoluer d'une façon très significative les pouvoirs présidentiels. Ça aussi, ça va entrer dans l'histoire. Bon, eh bien, merci à tous les trois pour cet éclairage technique, mais hautement important et passionnant sur le nucléaire iranien.